Enfin, Claudette était quelqu'un de pas facile. C'est des filles qui vous accompagnent à chaque gala? Des filles qui sont... Vous savez, c'est comme le fromage, on aime bien le matin, peut-être un peu moins le soir. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui, c'est le dimanche au soleil. Le lundi au soleil. Il est un véritable monument innovateur pour beaucoup, avec ses chorés, ses fameuses Claudettes. Je ne peux plus. Mais il faut savoir qu'en réalité, Claude François, dans tout son talent et dans toute sa grandeur, est devenu, peut-être un peu malgré lui, le symbole de ce qu'on peut appeler l'appropriation culturelle. Bien sûr, il y a toutes ces histoires avec les jeunes filles, à savoir qu'il a couché avec plus de 3000 jeunes filles selon le commissaire chargé de l'enquête, et il met principalement, selon ses propres mots, les fruits verts. Des filles hyper tendues, passionnées, ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Je suis obsédé carrément. Mais dans cette vidéo, on va principalement revenir sur l'œuvre de Claude François, ces chansons que vous connaissez tous, expliquer d'où elles viennent, de la branche de la soul music, d'où elles émanent, et comment malgré lui, son gros succès en France est symbolique de ce qu'on appelle en réalité l'appropriation culturelle, parce que la branche a été coupée. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que notre ami MP... Le public ne me connaissait pas. M'a bloqué. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et c'est le début. En général, dès qu'on sort le mot appropriation culturelle, surtout qu'il est un peu galvaudé de nos jours, certaines personnes sont un peu crispées et elles vont vous répondre « Non mais la culture appartient à tout le monde, la culture est mondiale, la culture c'est tous les êtres humains ». Ce qui est totalement vrai en fait. La culture, c'est nous tous, c'est vous, c'est moi, c'est l'humanité. Mais une fois qu'on a dit ça, vous conviendrez, vous et moi, que notre histoire n'est pas pareille. Dans le cas précisément ici de la culture noire et de la culture afro-américaine, j'étais déjà revenu dessus dans plusieurs vidéos. Moi, j'imagine surtout la culture, celle que j'aime, comme un tronc d'arbre. C'est-à-dire que voici le tronc, il est planté, et dans ce tronc qui est planté, vous avez les Billie Holiday, vous avez tous les gros artistes qui ont façonné ce tronc. Et plus ce tronc d'arbre va grandir, plus il va y avoir de superbes feuilles, comme des Donny Hathaway, comme des Isley Brothers, comme des Aretha Franklin, comme des Cassie aussi. Oui, sur le tronc, vu que sur le tronc il y a Didi, oui, comme des Cassie aussi. Elle est dans le tronc, quoi, elle est dans l'arbre, parce qu'elle fait partie de cette culture et qu'elle s'élargit. Mais pour moi, cette culture ne s'arrête pas simplement aux artistes noirs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui s'est mondialisé. Et de fait, dans mon esprit, la culture noire doit être écoutée, partagée partout. Donc elle inspire. Et par exemple, pour un Justin Timberlake, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que ce soit un appropriateur culturel. Parce que vous voyez le tronc d'arbre. À savoir que quand vous voyez Justin Timberlake, la majeure partie des gens qui écoutent Justin Timberlake savent très bien qu'il est produit par Pharrell Williams ou encore par Timbaland. Donc il est sur le tronc d'arbre. L'arbre n'est pas coupé et vous voyez toujours l'affiliation. Parce que la culture noire s'est toujours construite comme un relais. Et pourquoi je dis culture noire? Parce que dans l'histoire, le peuple noir a souvent été opprimé et c'est souvent défini par sa culture, qui était son principal moyen d'expression. La musique notamment joue un grand rôle dans toute l'histoire de la libération des esclaves et des Afro-Américains. D'ailleurs, les principaux genres musicaux dont on parle aujourd'hui, le gospel, le blues ou le jazz, viennent directement de la souffrance des esclaves. Même la country, qui est en réalité beaucoup moins écoutée par les noirs de nos jours, vient de cette construction sociale, à savoir que ce sont les anciens maîtres qui ont repris le son des esclaves à leur compte, et c'est pour ça qu'à un moment, les enfants des esclaves ont rejeté ce son-là. C'est-à-dire que dans la musique, il y a toujours non seulement une construction historique, une construction sociale, mais qui établit toujours ce rapport de force. C'est-à-dire que vous prenez l'histoire du jazz, bien sûr que le jazz ce n'est que de la musique et que je veux que toutes les personnes au monde écoutent du jazz, bien sûr. Mais il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils chantaient du jazz, qu'on les a tués au nom du jazz, et que ce même jazz a servi d'émancipation à plein d'Afro-Américains. Est-ce qu'on ne va pas aimer les superbes albums de Norah Jones pour autant? Non, on va aimer, on va kiffer. Come away with me. On peut aimer, on peut kiffer, elle reconnaît ses influences, elle a le droit de le faire, elle a le droit d'avoir été inspirée par tous ces grands artistes-là, mais la branche est très importante et vous voyez que très souvent dans l'histoire de la musique afro-américaine, il y a un pattern, à savoir que d'abord on instaure quelque chose, ensuite on est rejeté pour cette chose, et quand on vous rejette pour quelque chose, vous tous qui me regardez, que vous soyez noir, blanc et tout, la première chose qui vous arrive quand vous êtes rejeté pour quelque chose que vous êtes et que vous ne pouvez pas changer, c'est que vous êtes blessé, vous vous dites mais pourquoi je suis rejeté pour ça? Et ensuite la deuxième réaction, quand on vous rejette forcément très violemment, c'est que vous vous identifiez à cette chose et vous la serrez tellement qu'elle va devenir votre fierté. Ça, c'est l'histoire de quasiment tous les genres de musique afro-américaine. Et vous allez voir que très souvent, les noirs vont s'identifier pendant très longtemps
à un genre musical, à sa structure, à tout ce qu'il y a autour, et il va devenir mainstream. Quand il devient mainstream, très souvent il perd de son essence, et donc de fait, les populations blanches mainstream les écoutent, et très souvent, quasiment toujours d'ailleurs dans l'histoire de la musique américaine, vous allez voir que quand ça devient mainstream, le noir, c'est-à-dire que le noir du ghetto rejette ça et crée autre chose parce qu'il ne peut pas dans son cerveau écouter la même musique que son oppresseur. The colors of the rainbow. Vous le voyez très bien avec l'histoire du jazz. On est passé de grands artistes du jazz comme Louis Armstrong, Miles Davis, qui étaient donc adorés par la communauté afro-américaine, qui des fois ne pouvaient même pas faire des concerts. Et là, Fitzgerald raconte qu'elle ne pouvait pas faire des concerts dans certaines villes. Il a fallu que des femmes comme Marilyn Monroe viennent à certains concerts et s'assoient pour qu'on puisse laisser Ella performer. Donc cette musique représentait beaucoup. Et dès qu'elle est devenue plus bourgeoise, le public afro-américain s'en est détaché. Et on a eu des Nora Jones qui aussi fait une très bonne musique. Mais on voit que ce n'est plus du tout la même chose et ce n'est plus du tout le même public qui consomme. Le public afro-américain s'est progressivement éloigné de cette musique qui s'est embourgeoisée et encore une fois, vous retrouvez donc dans la musique qui est drôle et tout, un contexte social. Tam La Montagne est une marque de disques, mais c'est pas une marque de disques commerciale et tout le reste. C'est une marque de disques très spéciale. Je crois que c'est une espèce de famille, une grande famille. Et là, je sais que vous allez me dire, mais Stevie, quel est donc le rapport avec notre bon tonton Clo-Clo accouche? Et en fait, dans cette vidéo, on va se la jouer un peu Nicolas Hulot, c'est-à-dire qu'il faut toujours que vous gardiez en mémoire le fameux tronc d'arbre et ses différentes feuilles qui doivent être aperçues par les consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'une culture se structure. Et donc Claude François est un artiste qui arrive dans les années 60, c'est l'époque des yéyés. Et ce qui est très à la mode dans cette époque-là, ce sont les reprises et les adaptations de chansons américaines. À savoir que tout le monde adore ce qui se passe en Amérique, tout le vent de fraîcheur, le son se renouvelle, mais tout le monde n'a pas le billet d'avion pour pouvoir partir en Amérique et il n'y a pas encore Internet. Donc beaucoup de chanteurs français font essentiellement du The Voice. Oui, les yéyés, c'est la période où tout le monde en France adapte plus ou moins la musique américaine, mais Claude François, c'est plus ou moins le meilleur dans la catégorie. Pourquoi? Parce que 77% de son catalogue, 77% des chansons qu'il a chantées jusqu'au fameux jour de la salle de bain sont des reprises, et plus de 60% de ces reprises-là sont des chansons afro-américaines, parce qu'il est un peu comme nous en réalité, c'est un fan de soul, de la motard. Peut-être même que si la salle de bain ne lui avait pas fait défaut, il serait en ce moment même avec nous sur Music Feelings, mais toujours est-il que sa carrière va être basée sur deux axiomes. Le premier, c'est la musique, à savoir qu'il va reprendre, à importer plein de classiques de la musique américaine. On va commencer par son premier gros tube, Belle Belle Belle. Je me souviendra que ton vieux père disait elles sont toutes belles. Qui est donc en fait une composition de Phil Everly portée par Eddie Hodge. Et bien sûr, le titre en anglais c'était, ça va vous rappeler du Jay-Z, Girls, Girls, Girls. Et en fait, à chaque fois, quasiment, ce sera le même stratagème. C'est la même chanson. Est en fait une reprise du titre de Four Tops, It's the Same Old Song. Toujours chez les Four Tops, il va donc reprendre Richard I'll Be There. Qui va donc devenir, je sais que vous êtes très fort, j'attendrai. Un autre groupe américain qui va lui donner des tubes, c'est bien sûr The Spinners sur la chanson I'll Be Around. Qui va devenir, et soudain, il ne restait qu'une chanson. J'aime bien l'effort de traduction qu'il a fait sur celle-ci par contre. Il a eu un effort quand même de fait dans la translate quoi, voilà. Soudain je l'écoute, cette chanson. Lemon Dozier qui avait fait le superbe Going to My Roots va lui donner l'idée de faire le fameux Alexandrie, Alexandra. Partons sur le Nil. Cette année-là que tout le monde connaît, qui fait partie du top 5 de ses chansons préférées chez les Français, est en fait une reprise du titre de Frankie Valli and the Four Seasons, à savoir Oh What a Night. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. You Can Hurry Love de Supreme que vous connaissez tous. Devient une fille et des fleurs chez lui. Vous l'aurez compris, sa carrière est principalement basée sur la musique afro-américaine. Maintenant, le second axiome qui va lui donner un élan et une véritable fusion auprès du public français, c'est sa capacité à danser. C'est un très bon danseur, un excellent performeur et il est même considéré en France comme étant un des précurseurs dans ce genre-là. Bien sûr, comme beaucoup d'autres à son époque, il reprend plein de pas de danse des chanteurs américains. Il a une véritable appétence pour le show. So you make me wanna...
Et il est très méticuleux sur les détails. D'ailleurs, certains disent qu'il était assez horrible à gérer. Mais il fait attention à tous les détails. Et la touche en plus qui va lui donner du caractère et qui va iconiser ses prestations, ce sont bien sûr les fameuses Claudettes. Qui cassait les fauteuils. Ce sont les danseuses autour de lui qui forment une sorte de prisme et qui lui permettent de se mettre un peu plus en avant. Il y a une manière de placer les Claudettes, il y a une manière de danser des Claudettes. Et ce ne sont pas simplement de simples danseuses qui sont derrière le chanteur en fait. Ce sens du show va iconiser sa carrière. Tout le monde connaît les Claudettes, tout le monde adore des Claudettes. Jusqu'aujourd'hui encore, elles font des interviews. Que j'enseigne depuis 45 ans. Ouais. Vous avez dansé derrière lui à la télévision, dans des shows endiablés. Et certains fans de Claude François les pourchassent carrément à travers la France. Mais il faut donc savoir qu'à la base, ce concept-là non plus n'est pas de Claude François. À la base, c'est un concept de Ike Turner, l'ex-mari de Tina Turner. Et d'ailleurs, Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae, à la base, était une Ikette. Et si vous êtes d'ailleurs très intelligent, vous avez dû voir qu'il y a un lien entre les Ikettes et BNC aujourd'hui parce que tout ce sens du spectacle-là prend aussi sa base dans ces années-là. Et avant même Tina Turner, Ike Turner va avoir un impact aiguisé sur la manière dont les shows américains vont être réalisés. Et c'est pour ça qu'en réalité, Claude François ne se casse pas trop la tête. Les Ikettes vont devenir les Claudettes. Et c'est sur ces deux axiomes-là, à savoir la musique d'une part, et ensuite donc le sens du show d'autre part, qu'il va devenir ce monument de la culture française. Et là, vous allez me dire, oui, mais Stevie, tu as dit que la culture, pour toi, appartient à tout le monde. Donc ça ne devrait pas te déranger qu'un homme blanc comme Claude François reprenne tous les codes de la musique afro-américaine à cette époque-là. Et déjà, en numéro 1, il y a le souci de droit. À savoir que certains de ces artistes ont signé des contrats absolument abominables, comme beaucoup d'artistes afro-américains de cette époque-là. Donc ils n'ont pas reçu grand-chose de ces énormes succès-là. Et je suis même quasiment sûr que Ike Turner est mort sans jamais connaître en réalité qui était Claude François. Mais de l'autre côté, sous l'aspect même de l'appropriation culturelle, je veux toujours que vous vous souveniez de l'art. Parce qu'un jour, Claude François va mourir de façon absolument terrible. Et bien sûr, toutes les personnes auxquelles il a franchement vendu du bonheur, parce que c'est ça la musique en fait. Il leur a partagé du bonheur, il a accompagné les moments de leur vie, donc quand il va mourir de façon si tragique, ça va profondément émouvoir beaucoup de gens en France, et il va commencer à y avoir cette envie de totalement déifier son œuvre, comme d'ailleurs beaucoup de ma génération le font avec Alia. C'est-à-dire que tout ce que Claude François avait fait va devenir d'un coup absolument exceptionnel et le personnage va prendre de plus en plus d'ampleur au fil des années. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mythe Claude François? Sans doute, enfin je suppose, je m'en rends pas compte. Il va devenir en quelque sorte le père d'une partie de l'écosystème musical français et dans cette envie de le déifier, progressivement, on va faire oublier dans l'imaginaire général du public français que ce qu'il faisait en réalité n'était que des reprises de chansons et de concepts américains. Il le faisait peut-être bien et d'ailleurs pour beaucoup de gens, encore une fois, c'était du bonheur. Mais de l'autre côté, l'essence même, l'arbre d'où ça venait, va progressivement au fil des années être effacé. C'est-à-dire que les auteurs principaux, personne ne les connaît, on ne connaît que les adaptations de Claude François, de telle sorte par exemple que quand Yannick sortait cette année-là et cartonnait avec ce tube, tout le monde disait qu'il reprenait essentiellement du Claude François. Oser, mais tout est permis dans Cette soirée-là. Et ce n'est que très partiellement vrai. Pourquoi? Parce que quand Yannick sort ce titre, il se dit qu'il peut peut-être toucher certains marchés internationaux là, voilà quoi. Et en plus le bro aussi passe par là, donc il commence à chanter en anglais. Et lui et moi, on a quasiment le même accent, donc c'était un peu dur quand même, voilà, ça donnait ça. Et sur le refrain, c'est exactement le même en anglais, et ça sonne pareil, tout, parce que ce n'est pas de Claude François. Quand on demande à un artiste non noir qui fait de la soul, du R&B ou du hip-hop de citer ses influences, de parler des personnes avec lesquelles il a produit, de parler des personnes avec lesquelles il a écrit certaines chansons, ou alors d'un peu mettre en avant certains de ses collaborateurs, c'est parce que la musique c'est aussi, comme je l'ai expliqué dès le départ, un contexte social. Et c'est tellement social qu'on le retrouve dans la manière de vendre la musique. J'en ai parlé dans la vidéo sur le R&B en France et sur la manière dont nous voyons les gens, c'est-à-dire que la manière dont on se voit influe sur la manière dont on achète les choses. Et par exemple, un chanteur blanc peut avoir plus de facilité à toucher une plus large audience en France ou dans plein de pays européens qu'un chanteur noir. Ça ne veut pas dire qu'aucun chanteur noir ne va jamais bien marcher dans les pays européens, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que le processus d'identification et de socialisation est plus fort avec une personne qui te ressemble. C'est ce qu'Eminem expliquait d'ailleurs très bien dans la chanson White.
où il se moque lui-même de l'Amérique blanche puritaine qui était capable de certes le critiquer sur certains aspects de sa carrière, mais qui laissait quand même passer ses disques dans plusieurs radios sans trop s'énerver parce que au moins c'était quelqu'un qu'il comprenait en fait. Il leur dit lui-même, vous êtes beaucoup plus tendre avec moi, même avec toutes les horreurs que je peux dire, que vous ne le seriez avec un rappeur afro-américain. Et ça retranscrit bien sûr un contexte social dont la musique n'est absolument pas écartée. Dès que ça devient visuel, il y a un processus d'identification qui est évident. Et vous avez vu ça dans toutes les vidéos de la chaîne Anastasia et plein d'autres. Il y a toujours le côté où, bien sûr, tu fais face à qui, tu ressembles à quoi et comment je peux plus ou moins m'identifier à toi. Et vous l'avez vu, les labels eux-mêmes en jouent. Selon ce à quoi tu ressembles, on va pas te vendre de la même manière. Et même quand on le sort totalement de l'écosystème musical, on peut aller sur la polémique récente sur TikTok où beaucoup de créateurs noirs se plaignaient de quoi? Du fait d'être beaucoup moins bien mis en avant par la plateforme. Pourquoi? Parce que l'algorithme fonctionne en leur défaveur, même sans le vouloir. Il y a plus de blancs sur la plateforme et l'algorithme fonctionne en mettant en avant les contenus des personnes qui sont les plus vues. Or, si le processus d'identification fonctionne, et ça ne veut absolument pas dire que tous les blancs ne vont pas regarder les contenus de noirs ou ce genre de choses, non. Ça veut dire que de façon naturelle, si tu suis plus ou moins des gens qui te ressemblent ou qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et que fatalement ils se retrouvent à avoir la même couleur de peau que toi, bah en fait fatalement en tournant sur TikTok et plus le nombre d'abonnés augmente et plus fatalement les contenus des personnes qui seront noires seront moins bien mis en avant. Et à la limite ça aurait pu passer, mais le gros problème était que certains influenceurs blancs ayant compris le système venaient faire quoi? Ils venaient récupérer le contenu des influenceurs noirs, refaisaient exactement la même chose et bien sûr chez eux ça cartonnait. D'ailleurs ça me rappelle un peu ma vie sur YouTube je crois. Là, j'ai pas besoin de vous dire d'où ça vient, mais l'être humain est comme ça depuis l'aube de l'humanité. Et c'est pour ça qu'en général, on dit aux artistes blancs qui font donc de la black music, de la soul, du hip-hop, ce genre de choses, n'hésitez pas, dites qui sont vos collaborateurs, dites avec qui vous travaillez, n'hésitez pas à propager l'arbre qui est derrière vous, parce que nous, première chose, nous nous sommes attachés, structurés sur cette culture-là. Parce que pendant des décennies, on nous attaquait, on nous insultait sur cette culture-là. Et vous le voyez encore une fois avec toutes les musiques que vous connaissez. Et même avec la mode en fait. Il y a plein de modes qui étaient insultés, méprisés, qui sont devenus mainstream aujourd'hui. Alors qu'il y a 20 ans, les Afro-Américains qui s'habillaient comme ça, on les traitait complètement de fous. La seconde chose, c'est que quand l'artiste blanc va le faire, il va le faire de manière plus pop, il va le faire avec tout le côté plus fancy, plus drôle. Et quand tu le fais de cette manière-là, c'est cool, il n'y a pas de problème avec le faire de cette manière-là. Mais tu te diriges vers une audience de personnes plus ou moins simples qui continuent dans la vraie vie d'avoir une oppression sur nous. C'est utile déjà d'un point de vue déontologique de dire que bon, mon influence c'est ça, mais c'est aussi utile socialement de rappeler que quand je fais ça, je m'inspire de ces gens-là. Parce qu'au-delà de l'attachement que nous avons sur cette culture-là, les gens qui écoutent ont déjà une image de nous, ils pratiquent le racisme quotidien. Donc c'est utile de leur montrer dans un sens, pas juste la branche sur laquelle je vais te placer là, tout le tronc d'arbre. C'est pour ça que pour moi, Justin Timberlake ou Eminem ne sont pas du tout des appropriateurs culturels. Pire encore Bruno Mars, c'est-à-dire que des fois, je vois des trucs sur Twitter, même le Twitter américain, je tombe des nues parce qu'en réalité, la base de l'appropriation culturelle, c'est le fait de couper la branche. Chez Justin Timberlake et chez Eminem, vous voyez toujours la branche, d'autant plus chez Eminem qui vous dit toujours qu'il a produit, avec qui il a collaboré, et d'ailleurs dans la carrière d'Eminem, et peut-être que si vous voulez, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur lui, mais je prendrai un angle peut-être différent pour parler de sa carrière. Quand Eminem arrive, il cartonne, vous faites un lien évident entre le succès d'Eminem, la ressurgissance des productions de Dre, et bien sûr, juste après, le succès de 50 Cent. Parce qu'Eminem décide de se placer sur une branche, il comprend aussi qu'il touche une plus large audience. Il dit à tout le monde, la culture que j'aime là, c'est tout le tronc d'arbre là. Il y a plein de choses, allez vous gâter. Et de fait, il y a donc un lien évident entre son succès et la démocratisation du hip-hop chez une plus large audience, y compris aujourd'hui, 20 ans après, sur le streaming. Alors que, et vous l'aurez compris, dans le cas de Claude François, et c'est donc pour ça qu'on parle d'appropriation culturelle, la branche a été coupée. À savoir que, bien sûr que ses fans l'adorent, lui vouent tout un culte, mais derrière, ils n'ont absolument aucun intérêt pour la musique afro-américaine et la musique qui a vraiment porté Claude François où elle est. Ils comprennent un peu l'univers des Motown. C'est pour ça que certains projets comme celui de Seal peuvent cartonner, mais la soul music, c'est-à-dire que toute la branche qui a structuré le succès de Claude François, ils n'en ont rien à cirer, ce qui est totalement différent des fans d'Eminem par exemple, mais pire encore, en France, on méprise aussi chez le grand public
les descendants de Claude François. Parce que les descendants de Claude François ne sont rien d'autre que, en réalité, les chanteurs de R&B, en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez l'histoire de la musique, bah en fait, ce que Claude François aurait dû suivre s'il se suivait même lui-même musicalement, il aurait dû kiffer les chanteurs de R&B. Or, on a vu dans plusieurs vidéos que le R&B ne fait pas du tout partie de la culture française, et même donc le succès populaire de Claude François, comme la branche a été coupée, n'a pas pu insérer ou faire ce lien-là. Qui écoute vraiment de la soul dans le très très grand public français? Et de l'autre côté, c'est là le paradoxe. Claude François, c'est le génie qui a tout créé. Quand cet album de M. Pokora a été annoncé, j'avais fait un tweet, je disais Matt Pokora prépare l'album de reprise de Claude François. Je ne l'avais même pas tagué et c'est ça qui m'a valu d'être bloqué. Et pourtant, je trouve que l'idée n'est pas trop mal. Je sors l'album de reprise de Claude François parce que en ce moment, il y a un sursaut écologique. Moi-même, j'y suis intégré. Enregistrer de nouvelles chansons en studio, ça prend du temps. Ça gaspille de l'énergie. Ça pollue la planète. Putain quoi, les chansons sont là au nom de Ushuaïa. Bah, je les reprends. Bon, je vous rassure, j'en dors bien la nuit. Mais là où c'est très intéressant, c'est la crispation que ça crée à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois que vous dites aux gens, mais c'est des reprises, on a l'impression que vous ébranlez le mythe. Sauf que c'est la vérité en fait. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, ah, Michael Jackson aimait les gants brillants, ou Michael Jackson faisait des hihi, et la personne n'est pas contente. C'est-à-dire que c'est tellement entré dans le mythe autour de sa mort que chaque fois qu'on le dit, ça peut poser problème. Même dans les articles où on parle des reprises de Claude François, jamais on ne cite les auteurs originaux. Et dans l'album de Matt Pokora, ça n'a pas loupé. Il faisait des reprises de Claude François parce que 60% des chansons ne sont pas en réalité des titres de Claude François. Vous êtes de la famille Julien Courbet? Bonsoir, maître. Quand Wallen vous fait de très bons albums, par exemple, elle a l'habitude de citer beaucoup de gens. Elle va vous citer Brandy, Alia et ce genre de choses. Quand elle fait des interviews, elle va vous dire « j'écoute ça, j'écoute pas ça ». Et elle le fait bien sûr parce qu'elle kiffe, parce que c'est une passionnée, mais aussi parce qu'elle se dit que quand vous allez finir d'écouter son album, vous allez aller tomber sur Brandy, Alia qu'elle a cité 50 fois. Après, vous allez vous dire que ah, Brandy, Alia, ça donne ça. Vous allez peut-être faire Tony Braxton, Mary J. Blige, et après vous allez dire que, mais peut-être que Aretha Franklin, c'est-à-dire que elle tient son travail de transmission parce qu'elle se positionne sur une branche là où elle a dit que Brandy, tout. Elle est là sur sa branche, elle est accrochée en fait. Fragile comme le sourire d'Alia, chacun de mes... Et c'est en fait ce relais-là sur lequel la musique noire s'est établie au cours des différentes décennies. Et chaque fois qu'on le coupe, il y a quelque chose qui se produit, à savoir une réécriture de l'histoire. Oui, la plupart des gens pensent que pour réécrire l'histoire, il faut s'asseoir avec Hitler, vraiment, il faut faire un plan machiavélique et ce genre de choses, alors que pas du tout. C'est juste que la nature a horreur du vide. Moi, je suis qu'un simple youtubeur qui est parlé aujourd'hui. Il y aura forcément 2 autres articles de passionnés de musique qui vous diront ce genre de choses. Mais dans l'imaginaire général, Claude François, ça ne changera plus jamais en fait. Il sera ce qu'il est jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, je vais vous faire le parallèle qui me paraît toujours très intéressant. Ike Turner, sur la fin de sa vie, on oublie totalement le génie du rock'n'roll qu'il était. Vous posez la question dans la rue en France, 98% des gens vous diront le mari de Tina Turner, celui qui l'a battu, pour ceux qui connaissent, et les autres vont vous dire qu'ils ne savent pas qui il est. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que Ike Turner, c'est le mec qui a donc créé les Ikeettes qui sont donc devenus les Claudettes, mais dans 100 ans, dans l'imaginaire français, on ne retiendra que les Claudettes. J'aime passionnément la musique, j'aime passionnément la culture, je suis profondément amoureux de ce que je fais, c'est mon grand amour, enfin, après vous bien sûr, après vous. Et quand quelqu'un me dit la culture appartient à tout le monde, je comprends exactement ce qu'il veut dire, je le ressens dans mon fort intérieur parce que je le partage depuis des années, tout ce que je sais, je le partage à tout le monde et que je n'ai aucun problème avec le fait que différentes communautés puissent faire du R&B, du hip-hop ou de la soul tant que c'est bien fait. Parce que si ce n'est pas bien fait, je vais te traiter exactement comme tout le monde, je dirais que c'est de l'ado. Pas de traitement de faveur pour ce que j'estime médiocre. Mais autant je comprends cette phrase, autant je sais que nous sommes des êtres humains et l'humanité fait en sorte que nous ne sommes pas tous égaux. Et ça ne coûte donc rien à quelqu'un qui va dans cette culture-là et qui connaît son histoire, qui connaît le contexte social, de se dire je vais avoir pas mal de choses grâce à toutes ces choses que j'aime sincèrement. Ça ne coûte absolument rien de montrer tout le tronc d'arbre, de le mettre en avant, parce que non seulement ça va faire évoluer cette culture-là, mais ce qui ne sera pas grand-chose pour moi peut signifier beaucoup pour la branche d'arbre à laquelle je serai accroché. Et c'est pour ça que dans les commentaires, je ne veux pas que vous tombiez ou que vous attaquiez directement Claude François. Alors vous pouvez l'attaquer sur les histoires de pédophilie et ce genre de choses, parce que je n'étais pas là et que c'est pas moi qui fais les reportages dessus. En revanche, sur le côté de l'appropriation culturelle, comme c'est un amoureux de musique comme vous et moi,
je lui laisse toujours plus ou moins le bénéfice du doute. C'est-à-dire que peut-être que s'il avait vécu, il n'était pas mort de cette manière-là, il aurait fait ce travail-là. Peut-être qu'il aurait fait de manière plus brutale et que peut-être ça aurait intégré d'une autre façon la soul à un très grand public français. Et donc, comme il n'est pas là, j'ai pas envie d'attaquer un homme qui n'est pas là. Et c'est pour ça que j'ai centré cette analyse sur le fait qu'au-delà de sa propre volonté et au-delà de la propre volonté de qui que ce soit en réalité, c'est-à-dire que c'est sa mort, l'émotion générale qui va porter un mythe. Et comme c'est très difficile de s'attaquer à un mythe, bah en fait ce mythe est au-dessus de nous tous et pour moi est donc représentatif de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, parce qu'encore une fois il est sur son propre royaume, il est sur aucune branche et son public pour la plupart d'entre eux n'ont pas idée ou n'ont pas la volonté de savoir d'où vient véritablement tout ce qui a fait ce qu'il est devenu. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur Claude François et je tiens à vous dire, et c'est très important ce que je vais vous dire, que cette définition de l'appropriation culturelle est mienne d'ailleurs, tout le principe du tronc d'arbre et ce genre de choses que je vais d'ailleurs approfondir dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Oui, parce que oui, vous pouvez applaudir là bientôt. On aura notre premier livre. Donc en fait, ce sont des choses que je vais approfondir dans les écrits que je prépare. Et d'ailleurs, donc, toutes les personnes qui vont reprendre les analyses, n'hésitez pas à me citer. Mais je vous le dis pourquoi. Parce que, dans cette ère dans laquelle nous sommes, beaucoup ont du mal avec la notion de culture et veulent absolument tout effacer, tout brûler au vent de leurs émotions ponctuelles. La deuxième chose pour laquelle je vous le dis, c'est parce qu'en réalité, moi, ça a été plus ou moins le combat de toute ma vie en fait. Aujourd'hui je vous parle, mais j'étais déjà dans le camp de ceux qui disaient que Janet Jackson avait vécu une injustice. Je n'ai pas attendu 2018 pour le comprendre. Pareil, les ondes de Flowery, je les ai critiquées au moment où elles sont sorties et vous pouvez demander à mes petits followers qui étaient là à l'époque et qui sont toujours là. Je disais déjà que Nicki et Usher paieraient ça. Et tout le monde, même ma meilleure amie, me prenait pour un dingue sur ce sujet-là. Ils les ont tous payés. Même Nio. Et quand les Américains, justement, en 2013, ont connu ce que moi j'ai appelé un shift idéologique après l'affaire Trayvon Martin, vous pouvez trouver des articles de moi en 2013 où je disais la black music a besoin de vous et ce genre de choses. Ça mérite peut-être une autre vidéo. Mais c'est pour vous dire que ça a toujours été plus ou moins ma passion, parce que je ne parlais pas de combat à l'époque, et c'est une idéologie que je suis depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, ce que je vous décris là, qui concerne particulièrement Claude François, est vu de façon beaucoup plus virulente par le Twitter américain et par beaucoup d'autres Américains qui ont complètement changé la définition de l'appropriation culturelle et avec laquelle je ne suis pas d'accord, parce que Bruno Mars, Justin Timberlake et Eminem pour moi ne sont pas des appropriateurs culturels. En revanche, Clo-Clo, contre sa volonté peut-être, en est selon moi l'un des cas les plus iconiques. C'est donc le moment pour vous de me donner vos avis sur l'analyse. Dites-moi ce que vous pensez de Claude François déjà, de sa carrière, de ses inspirations et comment ce schéma a fait en sorte qu'une grosse partie du public qui aime Claude François en réalité se sent totalement éloigné ou méprise même les descendants de cette musique là. C'est à dire que les Tribal Jam par exemple ont l'un des meilleurs chanteurs que j'ai jamais entendu en France et pourtant il n'aura jamais la carrière qu'il mérite, pas simplement parce qu'il n'a pas la bonne direction artistique, parce que très souvent les titres qu'il a voulu sortir étaient très soul, un peu dans cette descendance de Claude François, mais il n'y a pas d'audience en France pour ce genre de chanteur, à savoir Moïse, alors que beaucoup d'entre eux sont dans la descendance claire de ce que Claude François aimait. Que vous inspire-t-il? Que vous inspirait-il? Saviez-vous que son catalogue était majoritairement composé de reprises de chansons afro-américaines? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça après cette analyse? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.